Est-ce que les lois de l'État doivent passer avant ou après les lois de la morale? Eh bien, je dirais que cette question n'est pas si simple à régler. En effet, les lois des États s'occupent de beaucoup de domaines, et en particulier aussi du domaine moral. Mais il faut le reconnaître, il y a beaucoup de lois de l'État qui s'occupent de choses qui n'ont pas de rapport avec la morale, comme par exemple goudronner les routes, organiser un plan d'occupation des sols, etc. Je dirais que dans ce domaine-là, ce sont les lois de l'État qui doivent primer, évidemment, sauf si tout d'un coup se pose quelque chose qui s'oppose à la vie même de l'homme, comme par exemple l'occupation d'un sol sur une zone inondable qui fera des morts. Là, dans sa conscience, le citoyen doit s'opposer à cela. La réalité, c'est que la politique s'occupe aussi de lois qu'on appelle des lois sociétales. Ça veut dire des lois qui vont régler le comportement moral des hommes et des femmes dans une société. Ce qui est étonnant, c'est que actuellement, en 2019, où je fais ces petites vidéos, on peut dire que la génération qui préside, je dirais, à l'organisation des pays européens est une génération qui répondrait, de manière générale, les lois de l'État doivent primer. Et quand une loi de l'État a été votée, les citoyens doivent se soumettre, ils doivent cesser de protester. Ce qui est étonnant, c'est que c'est cette même génération qui a établi, il y a à peu près 50 ans, que ça devait être l'inverse, face à ce qui s'était passé avec le nazisme. Ça veut dire que l'État nazi avait prôné des lois qui s'opposaient profondément à ce qu'est l'être humain, à la conscience humaine profonde, des choses qui sont de l'ordre de la loi naturelle. Et parce que des officiers nazis ont obéi à leurs supérieurs, donc aux lois de leur État, eh bien ils ont été condamnés, et condamnés perpétuellement jusqu'à maintenant, où on trouve encore d'anciens gardiens qui sont presque centenaires de camps de concentration nazis. Ça voulait dire que cette génération s'est battue pour que justement l'obéissance qu'ils défendaient, ils disaient pour se défendre, nous avons obéi aux lois de l'État, nous n'avions pas le choix. Et bien que cette obéissance-là n'est pas, je dirais, une option morale lorsque les lois d'un État s'opposent fondamentalement aux droits humains dans ce qu'il a de plus profond. Eh bien, en fonction de cela, il est nécessaire de répondre que si un État démocratique, comme l'État actuel, prenait des lois, parce que la majorité les voterait, des lois qui s'opposeraient aux lois fondamentales de la morale humaine, il ne faudrait pas y obéir. Alors certains répondent, mais ce n'est pas possible, quand la majorité vote, c'est donc que c'est moral. Pas du tout. Ça, c'est l'idéologie de la démocratie. La majorité peut très bien décider, à un moment donné, des lois qui s'opposent fondamentalement à ce qu'est l'homme. La morale actuelle qui s'établit en Occident est une morale où, quand un acte est posé par une personne libre et qu'il respecte la liberté d'autrui, il est considéré comme moral. Voilà un petit peu, je dirais, l'alpha et l'oméga de la morale actuelle. Donc jusqu'ici, on peut dire qu'une loi comme l'euthanasie, qui doit être un acte choisi par une personne qui veut librement s'euthanasier, eh bien, on pourrait dire que ceux qui s'opposent à cela doivent se soumettre aux lois de l'État, puisqu'on ne leur impose pas à eux-mêmes de s'euthanasier. Ils peuvent s'y opposer individuellement. Cependant, rien n'empêche que, par une évolution qu'on est d'ailleurs en train de voir se réaliser en Belgique, on passe même rapidement à une autre forme de loi, comme par exemple, pour des raisons écologiques ou alors pour des raisons de coûts financiers aberrants, il y ait comme une obligation légale à partir d'un certain âge de s'euthanasier. On peut dire que si ça arrivait, on tomberait ici sur quelque chose qui s'imposerait à tout le monde. Et dans ce cas-là, il faudrait s'y opposer formellement, s'y opposer même si un État, et ça pourrait arriver, votait cela. On me dit, mais ça n'arrivera jamais. Ce sont les droits de l'homme qui président aux lois. On se trompe là-dessus. Je pensais par exemple que jamais on ne s'opposerait à ce droit fondamental des enfants lorsqu'ils sont adoptés, de recevoir les meilleures conditions pour être élevés. Ça veut dire un père et une mère qui soient mariés, qui soient stables et qui puissent lui donner l'amour complémentaire dans l'altérité des sexes. Eh bien, des lois sont passées un peu partout en Europe qui autorisent l'adoption par des personnes célibataires de petits-enfants, de petits bébés, mais aussi par des couples homosexuels.
Ça veut dire qu'on peut insensiblement, en l'occurrence ici, passer outre un droit fondamental, puisqu'il s'agit justement d'un non-consentement d'un enfant. Il est trop petit. Alors, ils répondent, on répondra, mais de toute façon, un enfant ne choisit jamais ses parents, et donc ça peut lui être imposé. Oui, mais tout de même, on s'assoit ici sur une règle fondamentale, en prenant des risques et en disant, un petit peu au doigt mouillé, ça n'aura aucune conséquence, les enfants iront bien plus tard. On ne sait pas quelles seront les conséquences étant adultes. Quand on voit les dégâts sur des enfants déjà adoptés qui cherchent désespérément leurs racines, qu'est-ce que donnera le fait de n'avoir pas eu de père ou de ne pas avoir eu de mère? Toujours est-il qu'on le voit, la société peut très bien dériver vers des lois qui ne respectent pas la morale qu'elle s'est donnée à elle-même. Et évidemment, dans ce cas-là, l'objection de conscience, la conscience droite d'un citoyen, doit s'y opposer, même à notre époque. Il faut se souvenir en effet que les États sont des instruments au service du bien des personnes qui les composent. Et ce n'est pas l'inverse, ce ne sont pas les personnes qui sont des instruments au service des idéologies que peuvent porter les États.